actions possibles en tant qu'industriel sur ce réchauffement climatique et les actions plus précisément engagées par la SARA au niveau de la Martinique, Guadeloupe et de la Guyane. Et on finira par des conclusions perspectives. Donc la SARA, c'est une entreprise interrégionale qui est basée sur les 3 territoires, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Les missions de la SARA, la première, c'est de fournir des carburants aux normes européennes, d'assurer en quelque sorte la dépendance en carburant de ces 3 territoires. C'est d'être un pôle de haute technologie et c'est de jouer un rôle sociétal important, avec notamment une action importante sur les emplois et la formation des jeunes. Alors la SARA, vous voyez ici une vue assez belle de la raffinerie, située au Lamentin en Martinique. Si on faisait une vue aérienne aujourd'hui, on verrait que ça a un petit peu évolué parce qu'on a beaucoup de projets qui sont en cours, avec des constructions, etc. Mais cette vue représente à peu près quand même ce qu'est la SARA aujourd'hui à la Martinique, sur 43 hectares. La SARA, elle a 50 ans aujourd'hui. On emploie à peu près 330 personnels SARA, à 99% antillais-guyanais. Et il y a à peu près 350 personnels externes qui travaillent à la SARA, avec également beaucoup de jeunes. On prend entre 20 et 30 alternants par an à la SARA, qui sont là pour, en général, entre 6 mois et 2 ans, et également une centaine de stagiaires. Donc la SARA, ça représente le raffinage d'à peu près 800 000 tonnes par an de pétrole. Et puis, compte tenu de tous les travaux, les contrôles qu'on fait toute l'année, ce sont des millions d'euros qui sont injectés dans l'économie des entreprises. Alors, les femmes et les hommes de la SARA, ils sont très nombreux, ils sont très divers, avec des compétences très diverses. Vous voyez que, effectivement, le plus gros de la SARA est basé en Martinique, avec 373 personnes sur 332. C'est aussi parce que c'est là qu'on a la raffinerie et les services administratifs. Bon, c'est des personnes qui sont plutôt qualifiées. On a 51 ingénieurs, 36 agents de maîtrise et puis 245 techniciens qualifiés, des employés et des ouvriers, avec une proportion de femmes qui est sans doute aujourd'hui, ça ce sont des chiffres qui datent un petit peu, mais qui est supérieure aux 25% qui sont annoncés là. Je n'ai pas cherché le chiffre, mais c'est nettement supérieur aujourd'hui. Voilà. En termes d'action sociétale, la SARA est très fortement impliquée, avec des actions très importantes dans les domaines de l'éducation, de l'insertion, des solidarités, notamment on a eu beaucoup d'actions solidarité Covid, distribution de masques, de gel hydroalcoolique, donc au personnel soignant, mais également à d'autres organismes. Des aides, de très nombreuses aides diverses et variées à des associations, par exemple. Et puis également, notamment, des actions dans le domaine sportif, avec effectivement notamment la IOL SARA Énergie Nouvelle qu'on ne présente plus. Mais ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'associations sportives qui bénéficient de l'accompagnement de la SARA. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis responsable du service énergie nouvelle. Donc, le pôle énergie nouvelle a été créé à la SARA en 2015. C'est un pôle qui vise à accompagner la SARA pour franchir le virage de la transition énergétique. Donc, on a l'habitude de dire, mais j'y reviendrai plus tard dans la présentation, qu'il y a 4 grands critères. En fait, plutôt 3, puisque le premier, c'est un critère typiquement industriel, c'est un critère de rentabilité. On essaye quand même d'être rentable, sinon on n'existe plus rapidement. Mais les principaux critères, ceux auxquels on tient le plus, ce sont les critères de partenariat. Alors ça, c'est réaliser des partenariats, si possible, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps, avec des entreprises locales. Donc ça permet d'obtenir des compétences complémentaires, mais également d'accompagner des PME, des TPE, des startups. Un deuxième critère extrêmement important, c'est l'acceptabilité sociétale. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des projets qui ne vont pas rencontrer de l'adversité par des associations diverses et variées. Et puis le critère probablement le plus important, c'est la création d'emplois locaux, pérennes et non délocalisables. Ça, c'est extrêmement important. Voilà.
Donc voilà, j'ai fait une petite présentation de la Sahara très rapide. Je vais maintenant vous parler du réchauffement climatique, ses manifestations et ses conséquences. Donc le réchauffement climatique, aujourd'hui, je pense qu'on va en parler, mais tout le monde en a plus ou moins conscience. Cette courbe-là montre très très bien au fil des ans, enfin l'évolution dans le temps, d'une part sur l'échelle de gauche de la proportion de CO2 en partie par million, hein, ppm, ça veut dire partie par million, cette proportion dans l'atmosphère, la courbe bleue, et la courbe rouge qui correspond à l'augmentation de la température à la surface terrestre. On voit très bien que dans l'ère industrielle, entre 1900 et 2020 aujourd'hui, on a eu une très très forte augmentation de cette proportion de CO2 dans l'atmosphère et également de la température. C'est parfaitement corrélé, même si certains climato-sceptiques remettent ça en cause. On verra qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de doute à ce niveau-là. Même si dans le passé, effectivement, on a eu des augmentations, des glaciations, etc. Mais aujourd'hui, très clairement, c'est la plus forte augmentation qu'il y a jamais eu sur l'échelle des temps, en tout cas mesurable. Alors, en parallèle de cette augmentation de température, on peut trouver énormément de données dans la littérature ou sur Internet. Alors, sur Internet, il faut toujours un petit peu se méfier des sources. Donc, j'ai pas mal d'ailleurs de sources qui viennent d'Internet dans cette présentation, mais ce sont toujours des sources qui sont issues d'organismes reconnus. Donc, par exemple, ici, on voit une courbe qui montre l'augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles dans le monde hein, entre 1980 et 2017. Et vous voyez que globalement, on a presque triplé le nombre de catastrophes naturelles dans le monde sur ces 40 dernières années. Alors, ça se traduit surtout au niveau des inondations et des tempêtes. Hein, on voit les courbes bleues ici. C'est moins évident sur la partie température extrême, encore que ici, on voit bien que la courbe s'arrête en 2017. Hein, mais si on avait poursuivi les courbes jusqu'en 2020, on aurait très probablement vu un effet, notamment des incendies, puisque il n'a échappé à personne qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'incendies ces derniers temps, notamment en Australie, en Amazonie ou en Amérique du Nord. Voilà. Évidemment, il n'y a pas d'effet sur la partie géophysique, tremblement de terre, éruption volcanique. Il n'y a pas vraiment de lien pour cet aspect-là. Alors, j'en ai évoqué un petit mot tout à l'heure, le climato-sceptisme, il existe. Hein, d'ailleurs, c'est assez impressionnant quand on fait des recherches sur Internet de voir que ça se développe de plus en plus. Alors, j'ai mis une petite vignette à droite, là, assez rigolote, avec Trump, même si ce n'est plus d'actualité, mais bon, on verra on verra ce que ça donnera avec le nouveau président. Et j'ai moi-même failli être climato-sceptique quand j'ai vu la photo de gauche. Hein, vous reconnaissez que c'est une photo qui a été prise en Martinique. Alors, c'est la plage de Lance-Figuier. C'est une photo qui date de 2019. En cherchant des photos sur le réchauffement climatique en Martinique, je suis tombé là-dessus. Bon, il n'y a pas d'explication aujourd'hui hein, sur ce, mais bien évidemment, ça n'a rien à voir avec un refroidissement de la Martinique. Hein. J'ai trouvé ça assez rigolo, donc j'ai voulu vous la présenter parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de photos-là. Alors, bon, bien évidemment, côté Sahara, il y a peut-être des climato-sceptiques, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas et ce n'est pas le cas de la majorité des gens avec qui je discute tous les jours. Alors, les conséquences visibles de ce réchauffement climatique en Martinique, aux Antilles, je pense qu'il y a. Voilà, je montre quelques exemples, mais je pense que vous en avez conscience comme nous. Hein. Les sargasses, hein, par exemple. L'augmentation du niveau de la mer. Alors bon, là, la photo, elle est issue d'Internet, c'est juste pour marquer les esprits, mais je pense qu'il n'a échappé à personne qu'il y a une réelle augmentation du niveau de la mer. Il y a plein d'endroits où on le vérifie sur l'île, ne serait-ce qu'à une échelle de 10 ans. La prolifération des moustiques et des nouvelles maladies associées à ces moustiques. Hein, avant, on avait la dengue, maintenant on a la dengue, le chikungunya, le Zika, j'en passe, bien sûr. Les inondations, bon, avec les pluies de plus en plus importantes et fréquentes. Bon, on est en plein dedans actuellement. Hein. Ça, c'est des images qui datent de 2 ou 3 ans, je crois. Et puis également l'augmentation de la fréquence des phénomènes cycloniques dans l'Atlantique, notamment. Avec, là, je montre un exemple où on voyait les trois cyclones successifs
en 2017 qui ont fait énormément de dégâts. Donc ça, ce sont vraiment des conséquences visibles chez nous, aux Antilles. Voilà. Et il y a des conséquences qui sont invisibles, moins visibles. Hein. C'est par exemple les conséquences du réchauffement de la température de la mer et également de l'abaissement du pH, hein, justement par le captage de CO2 dans l'eau, qui génère un blanchiment des coraux, ce qui a des conséquences extrêmement importantes sur le rôle crucial des biotopes marins. Donc, voilà un petit peu pour les conséquences. Et donc, tout ça, c'est dû à quoi? Bah, c'est dû à l'effet de serre. Je veux pas... On trouve énormément d'informations sur Internet sur l'effet de serre. J'ai trouvé que cette petite image, elle est assez représentative. Hein. Bon, l'effet de serre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, c'est quoi? C'est le fait de certains gaz qui sont rejetés dans l'atmosphère par différentes activités, comme le CO2, donc le dioxyde de carbone, le CH4, le méthane, ou le N2O, hein, le protoxyde d'azote, eh ben, empêche les rayons infrarouges qui sont émis par la Terre. Hein. La Terre est réchauffée par le Soleil. Une partie du rayonnement solaire ressort de l'atmosphère, mais la Terre elle-même émet des rayons infrarouges. Normalement, la grande majorité de ces rayons infrarouges devraient ressortir vers l'espace, et ils ne ressortent pas à cause de ces gaz, donc la Terre se réchauffe. Voilà, c'est ça l'effet de serre, avec les conséquences qu'on vient de voir. Donc, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ben voilà quelques données. Donc, effectivement, là, c'est un graphe qui s'arrête en 2016. C'est dommage je n'ai pas trouvé l'équivalent jusqu'à 2020 parce qu'il y a des évolutions actuellement. Mais on voit quand même que globalement, les émissions continuent à augmenter hein, dans le monde. Vous avez la courbe à gauche là, avec 150, ça c'est une base, c'est un graphe relatif. Hein, donc la valeur, c'est juste, il faut les regarder en relatif, mais c'est bien la même échelle pour les différentes régions qui sont nommées ici. Hein. Donc dans le monde, ça augmente globalement, en grande partie, vous le devinez, à cause de la Chine, développe énormément, mais la Chine est en train d'amorcer une petite décroissance de ses émissions et en tout cas affiche une volonté forte de forte diminution dans les prochaines années. Il semble qu'ils veulent mettre les moyens. Bon, au niveau de la France, on fait plutôt partie des bons élèves, hein, je dirais. On voit qu'au niveau des États-Unis, il y avait une baisse. Je ne sais pas, alors c'était 2016, c'était avant l'arrivée de Trump. Je ne sais pas ce qu'a donné l'arrivée de Trump sur cette courbe-là, puisque lorsque Trump est arrivé, il a quand même débloqué un certain nombre de contraintes qui ont favorisé certaines émissions supplémentaires au niveau des États-Unis. Donc justement, les bons et les mauvais élèves, on va en parler un peu plus tard. Concernant les objectifs mondiaux, ils sont représentés sur cette courbe-là. Hein, vous voyez, ici, on se situe en 2020. Donc, pour le moment, on est toujours dans une courbe, dans un modèle, une trajectoire de croissance. Hein, c'est la courbe grise que vous voyez là. Si on ne fait rien, voilà ce que ça va donner en termes d'émissions. Bon, c'est un peu mieux que si on n'avait rien fait jusqu'à présent, puisque si on n'avait rien fait, c'est la courbe noire, hein, c'est quand même pas négligeable. Donc, il y a des choses qui sont faites. Mais les objectifs dont on entend parler presque tous les jours à la télé, hein, si on veut éviter d'augmenter de plus 1,5 degré la température à la surface du globe d'ici 2100, il faudra diminuer les émissions de gaz à effet de serre d'à peu près 50% à l'horizon de 2030. Vous voyez ici, c'est à peu près 25 gigatonnes équivalent de CO2 en 2030 qu'il faudrait atteindre, alors qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 50. Donc, ça fait bien 50%. À savoir que l'objectif de la France, dans le cadre de la transition énergétique, c'est 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins en France à l'horizon 2030. Donc, c'est moins ambitieux que ça, mais on a déjà de l'avance sur certains pays. Donc, ça, c'est vraiment les courbes d'objectifs. On les trouve représentées différemment sur Internet. Celle-ci est intéressante aussi parce qu'on voit que c'est pas évidemment chaque trajectoire n'est pas une ligne bien précise. Hein. C'est beaucoup plus diffus que ça. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué avec énormément de paramètres. Mais en gros, de toute façon,
on voit bien que pour ne pas atteindre, pour atteindre des objectifs corrects de 1,5 à 2 degrés Celsius à l'horizon 2100, il y a énormément d'efforts à faire en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Alors, je parlais tout à l'heure des bons et des mauvais élèves, et vous voyez, typiquement, quand vous avez un rond bleu, c'est un bon élève, et quand vous avez un rond rouge avec un moins dedans, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. D'accord ? Alors ça, c'est des objectifs en pourcent par rapport à ce qui était prévu. Donc la France fait plutôt partie des bons élèves. Alors ça, ce sont des chiffres qui datent de 2017. Hein. Donc bon, aujourd'hui, ça a certainement évolué. On voit que la Chine n'est pas représentée sur ce graphe. Bon, je pense que si on l'avait représenté en 2017, ça aurait correspondu à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la courbe de 2016. Ce n'est pas bon du tout. Voilà, mais on voit quand même qu'il y a des efforts qui sont faits dans le monde, mais pas encore suffisants, évidemment. Alors, maintenant, le poids de l'industrie dans tout ça. Donc ça, c'est une image qui montre bien les émissions de gaz, de vapeur. Bon, bien sûr, souvent, on confond un peu tout, mais sur des usines de production d'électricité à base de charbon en Allemagne. Donc, c'est assez impressionnant. Donc, je voulais vous la montrer, mais on en trouve partout, évidemment, sur Internet. Hein. Alors, les émissions de gaz à effet de serre par domaine. Alors, les camemberts, c'est pareil. Vous pouvez trouver tous les camemberts possibles dans la littérature. Celui-ci résume assez bien les choses. Les pourcentages, il ne faut pas les retenir par cœur parce que ça évolue au fil des ans. Mais typiquement, vous voyez que l'industrie, ça représente à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la Sahara fait partie de ce domaine de l'industrie. Mais l'industrie, généralement, fournit les carburants pour les transports qui représentent eux-mêmes 14%, mais fournit également les carburants pour l'agriculture qui représentent 14%. Et vous voyez que l'énergie ici, la production d'énergie, pour moi, je l'intègre aussi dans l'industrie, hein, quelque part. Donc, en gros, l'industrie manufacturière plus production d'énergie, c'est à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez que l'agriculture n'est pas négligeable, mais également, ce qui est intéressant ici, c'est la modification dans l'affectation des sols qui joue un rôle. Par exemple, quand on détruit les forêts par exemple, pour faire des centrales solaires, ça peut avoir un impact négatif. Voilà pour on va dire les données générales. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, on voit que sur l'industrie ici, il y a différents types d'industries d'abord. Hein, et on voit que, par exemple, la Sahara, qui se situe dans ces 18%, donc c'est les 18% de 14%, voilà, l'industrie pétrochimique est ici. Dans les transports, on voit que globalement, ça serait les transports par route dans le monde entier, avec des parts aussi importantes, transport marin et transport aviation non négligeables. Voilà. Alors, en ce qui concerne les différents gaz, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait différents gaz à effet de serre. Et donc, on peut voir que le gaz carbonique, lui, il va être essentiellement lié au transport, à la combustion du pétrole et du charbon donc dans l'industrie, hein, et à la déforestation. Donc, le fait de brûler notamment les forêts. Le méthane, lui, qui est on va voir un petit peu les pouvoirs réchauffants de ces différents gaz, lui, il va être essentiellement lié à l'agriculture. Hein. Et on voit qu'il y a certaines cultures, notamment les rizières, qui ne sont pas négligeables en termes de dégagement de méthane. Après, je passe rapidement sur les autres gaz. Vous pourrez regarder le détail quand vous regarderez le replay. Alors, les différents gaz, on a vu par exemple ici. Bonjour, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Il serait bon de couper les micros, s'il vous plaît. Détenir sur cet îlot à 2500 km de ses côtes, les demandeurs d'asile vont bien prendre son temps. Bonjour. Voilà. Donc, en ce qui concerne les pouvoirs réchauffants des en gaz, on voit que si on prend la référence d'un pouvoir de réchauffement de 1 pour le CO2, on a un pouvoir de réchauffement de 21, donc le méthane a un pouvoir de réchauffement 21 fois supérieur au CO2. Mais si vous regardez par exemple le protoxyde d'azote, c'est 310 fois. Et les gaz fluorés,
c'est 15 000 fois. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque gaz a aussi une durée de vie dans l'atmosphère. Donc, quand vous émettez du CO2 dans l'atmosphère, celui-ci va rester entre 50 et 200 ans dans l'atmosphère, alors que le méthane ne va rester que 12 ans. Alors, il y a un gaz qui n'apparaît pas ici, et qui a aussi un pouvoir de réchauffement climatique, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle a aussi un pouvoir de réchauffement climatique, mais elle a un avantage, c'est qu'elle ne reste pas longtemps dans l'atmosphère. Voilà, donc ça, c'était quand même important de voir les différences qu'on a entre les différents gaz, mais quand même, c'est le CO2 qui est le plus important, et c'est pour ça que tout le temps, lorsqu'on parle de réchauffement climatique, on parle toujours en équivalent CO2. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'ensemble des gaz qui font de l'effet de serre, mais on traite ça en équivalent de CO2, ce qui est montré dans le petit tableau ici en haut à droite. Alors, donc maintenant, on a dit qu'il y a cette problématique du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, c'est la transition énergétique. Alors, la transition énergétique, si on devait la caractériser, en fait, elle est nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui n'en sont pas convaincus, à part les climato-sceptiques. Et on a vu effectivement que malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. Cette transition énergétique, elle doit être faite au niveau mondial, bien sûr au niveau européen, au niveau national, mais surtout au niveau territorial. Il ne faut pas l'oublier que chacun de nous, chaque industrie, mais y compris chacun de nous à titre particulier, nous avons un rôle à jouer à ce niveau-là, au niveau de notre territoire. Donc aujourd'hui, la transition énergétique, elle est plutôt imposée par des lois, comme la loi de la transition écologique et de la croissance verte en France, par des stratégies qui sont développées au niveau national ou parfois territorial. Je pense à la stratégie nationale bas carbone, et par des programmes, de nombreux programmes. D'ailleurs, parfois, on s'y perd un peu, même beaucoup, parce qu'il y a énormément de sigles en fonction de l'Europe, de la France ou des territoires. Il y a énormément de sigles différents. Alors, elle est imposée, mais il y a des mécanismes d'incitation. On va en parler. On peut être aidé pour pouvoir améliorer nos émissions, enfin diminuer nos émissions. Ça passe notamment par savoir ce qu'on émet, donc ça nécessite d'être capable de faire des bilans carbone. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Les entreprises les entreprises du CAC 40 publient pour la plupart leur bilan carbone. Bon, pour cela, il y a des méthodes, il y a des cabinets spécialisés qui font ça pour les industriels ou pour les entreprises, les autres domaines d'ailleurs. Mais pour faire une bonne transition énergétique, il faut prendre en compte tous les facteurs de temps, parce qu'on ne passe pas d'une énergie à une autre en un claquement de doigts. Donc, ça nécessite souvent des étapes. Il faut prendre en compte des problématiques de formation et d'emploi. Puisque quand on change de modèle économique, parfois, ça a un impact très, très important sur les emplois et sur la disponibilité des gens formés pour contribuer à ces nouveaux emplois. Et puis également, ça a un impact sur le revenu des collectivités, ce qui fait que parfois, il peut y avoir un ralentissement à ce niveau-là. Voilà. En ce qui concerne les outils d'incitation, ils sont très nombreux. Alors, ce sont les pouvoirs publics et des institutions diverses qui peuvent inciter les porteurs de projets à se manifester, à œuvrer dans le cadre de cette transition énergétique. Donc, voilà, j'en ai cité quelques-uns. Vous avez les quotas de carbone. En gros, si vous polluez beaucoup, vous allez devoir payer des quotas avec un prix de la tonne de carbone qui est fixé par des marchés. Vous avez, parfois, il faut faire de la recherche, de l'innovation pour pouvoir développer des nouveaux projets. Vous avez la possibilité d'obtenir des crédits d'impôt recherche. Vous avez des subventions, des avances qui sont faites par des organismes publics. Donc, il y a énormément actuellement, par exemple, d'appels à projets qui sortent aussi bien en France, par exemple, par l'ADEME que par la Banque publique d'investissement. Vous avez les mécanismes de certificats d'économie d'énergie. Vous avez les mécanismes de ce qu'on appelle les Voluntary Emission Reductions,
qui sont délivrés par des organisations non gouvernementales. Voilà, et puis vous avez des banques privées, la Banque des territoires, qui peuvent participer au projet pour contribuer à la réalisation de ces projets-là à des coûts acceptables, puisque aujourd'hui, pour faire de la transition énergétique, il faut des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, elles sont plus ou moins matures, ou elles sont plus ou moins disponibles, donc elles sont chères. Donc c'est parfois nécessaire d'avoir des subventions, donc ces outils d'incitation. Alors, si on regarde les modes de financement, on s'aperçoit que c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphe qui est très intéressant à analyser, mais vous voyez que, en fait, vous avez des sources de financement qui sont les administrations, des banques, des fonds divers, hein, qui vont pouvoir contribuer à donner enfin, à générer des flux financiers vers des porteurs de projets, qui soient publics ou privés, hein, voire particuliers, hein, d'accord. Et derrière, ces porteurs de projets vont en faire bénéficier les grands domaines qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, notamment le transport, la production d'énergie et le bâtiment. Hein, vous voyez ici que dans le cadre de ces subventions, de ce financement, eh ben, l'agriculture et l'industrie sont quand même un petit peu les parents pauvres, puisque en termes de grosseur de flèche, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de financements qui sont dirigés vers ces domaines-là. Voilà. Alors, en termes maintenant, voilà, excusez-moi, voilà. Donc nous, là, au niveau de la SARA, on est convaincus que, bien sûr, qu'il faut faire cette transition énergétique. C'est pour ça que le pôle énergie nouvelle a été créé. Et je vais vous donner un petit peu comment on voit les choses, quelles sont les données d'entrée aujourd'hui pour nous à SARA. D'abord, c'est que notre outil, l'outil cœur de métier de la SARA, la raffinerie et nos dépôts, eh ben, il peut être décarboné. C'est-à-dire qu'on est des technologues, ça reste de la technologie, on est capable de décarboner ces outils-là. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'entamer actuellement un projet de décarbonation du cœur de métier. Mais en même temps, on se dit qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer d'énergie. On ne va pas dire, tiens, demain, on passe tous les véhicules de la Martinique et les avions à l'électrique. Non. Il y aura des carburants fossiles encore, ils ont encore de l'avenir sur notre territoire. Alors, je donne quelques chiffres, hein. Ça, c'est les chiffres au niveau national. La volonté au niveau national, c'est qu'il y ait zéro vente de véhicules thermiques en 2040. 40% de véhicules hybrides seront encore possibles en 2040. Et alors après, normalement, en théorie, ça veut dire qu'il resterait 60% de véhicules électriques. Alors, j'ai mis un point d'interrogation. Ce point d'interrogation, il est surtout pour la Martinique ou pour les Antilles et peut-être aussi, pour la Guyane. Pourquoi? Parce que si on a 60% de véhicules électriques en Martinique, il faudrait qu'ils soient alimentés par de l'électricité décarbonée. Or, aujourd'hui, l'électricité locale est une des plus carbonées d'Europe. Elle est très carbonée. Alors certes, il y a un projet de passer cette électricité, de passer les centrales EDF des Antilles-Guyane, enfin des DOM en général, au biodiesel, mais le biodiesel, qui serait nécessairement produit probablement en Europe, va diminuer les émissions de CO2, mais pas totalement décarboner l'électricité. Donc on aurait un parc de véhicules électriques qui serait basé sur une électricité quand même assez fortement carbonée. Donc ça, c'est un peu paradoxal. Et par ailleurs, il y a la gestion des batteries. Aujourd'hui, on sait qu'une batterie d'un véhicule électrique, c'est en gros entre 200 et 600 kg de poids, hein, en fonction du véhicule. Si on fait une analyse du cycle de vie d'un véhicule électrique, aujourd'hui, un véhicule électrique, alors ça va sans doute s'améliorer, hein, mais aujourd'hui, un véhicule électrique, il a un impact CO2 qui est seulement de 85% de celui d'un véhicule thermique. Donc, ce n'est pas énorme. Voilà. Et par ailleurs, après, la gestion de ces batteries, le recyclage de ces batteries, c'est quelque chose qui pourra se faire très facilement, je dirais, dans l'Hexagone, mais ça risque d'être un processus lourd, très lourd en milieu insulaire, quand on voit déjà la difficulté qu'on peut avoir avec la gestion des batteries des véhicules thermiques qui pèsent 10 fois moins lourd. Bon. À côté de ça, au niveau aérien et maritime, pour l'instant, même s'il y a des voies d'amélioration pour le remplacement des carburants fossiles, pour les années à venir, il y aura encore un besoin très important de kérosène et de carburant bas soufre pour le domaine maritime.
Et ça, ce sont des carburants qu'on produit au niveau de la Sahara. Voilà. Et en dernier point, et ça c'est extrêmement important, au niveau de la Sahara, on pense qu'il y a une très grande place pour l'hydrogène. Et ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Alors ça, c'est quelques chiffres qui viennent d'une présentation de, j'ai mis la CTM, en fait c'est le PTME, hein, fait une présentation assez intéressante, assez complète sur on va dire, l'énergie en Martinique. Et ça vous confirme que, vous voyez, c'est des chiffres de 2018, que actuellement, il y a encore plus de 2% par an de consommation de carburant. Alors, je ne comprends pas là, on ne va pas considérer la période de 2020 qui est extrêmement particulière avec la période Covid, hein, où on a effectivement là une baisse des consommations très, très importante, notamment sur l'aérien. Hein. Voilà, mais en 2018, par rapport à 2017, au niveau de l'aérien, vous avez eu plus 8% et plus 13% pour le maritime. C'était par rapport à 2017, donc c'était très important. Et au niveau parc véhicules hybrides et électriques, vous voyez qu'en 2018, on n'était qu'à 0,5%, alors qu'on avait sur les 250 000 véhicules thermiques en Martinique. Il faut savoir qu'un véhicule thermique en Martinique, enfin un véhicule en général, il a une durée de vie de 15 ans. Donc, vous voyez, je pense qu'il va encore y avoir pas mal de gens qui vont acheter des véhicules thermiques dans les prochaines années. Donc, ça nous amène, dans les années à venir, on aura encore beaucoup besoin de carburant fossile, mais on s'attache à ce qu'il soit de plus en plus propre au niveau de la Sahara. Alors, la stratégie de la Sahara, justement, voilà, c'est un graphe qui vous présente un petit peu comment on voit les choses, ce qu'on fait actuellement, ce qu'on a engagé depuis 2015, avec l'arrivée de notre nouvel actionnaire qui s'appelle Ruby. Hein. Depuis 2015, on a engagé un processus important qui est de pérenniser, de moderniser et de décarboner notre cœur de métier, au niveau de la raffinerie notamment. Hein. Ça passe par des actions assez majeures. Actuellement, on est en train de remplacer, au niveau de la raffinerie, 4 fours de raffinage qui vont nous permettre qui seront beaucoup plus performants que les fours d'il y a 50 ans et qui vont nous permettre d'économiser d'éviter énormément d'émissions de CO2, hein, lors de la combustion de nos combustibles. Et en parallèle, on a lancé le pôle énergie nouvelle. On a développé les énergies nouvelles, hein, avec les 3 critères importants dont je vous ai parlé tout à l'heure, savoir les partenariats, l'acceptabilité et les emplois locaux. D'accord ? Et vous voyez que, et ça je vous en parlais un petit peu plus, nous avons développé dans cette période déjà des projets qui sont sortis de terre avec une centrale solaire, le dessalement et la pile à hydrogène. En parallèle de ces critères-là, on a des pratiques qui se sont développées. On essaye de faire du 100% local. On est dans une démarche d'économie circulaire et territoriale. Donc, la diminution de CO2 pour atteindre une neutralité à 2030 plus, c'est-à-dire entre 2030 et 2035, est au cœur de nos préoccupations. On ne s'interdit plus de faire de la recherche et développement et innovation, parce que ça passe, les projets du futur passent par la RDI. D'accord ? On essaye de faire des projets qui sont réplicables. Ce qu'on fait en Martinique peut être fait en Guadeloupe, en Guyane, mais voire également à La Réunion. Hein. On essaye de se différencier de ce qui se fait. On a des particularités locales, et donc on doit en tenir compte. Hein. C'est bien, on est au cœur du territoire. Donc, par exemple, on est une des premières raffineries en Europe qui a construit une centrale solaire, alors de taille très importante, hein, c'est une centrale solaire de 4,5 MW, située juste à côté de la raffinerie. Alors pourquoi ça a été compliqué? Parce que vous savez qu'au niveau de la raffinerie, on a des risques technologiques et il a fallu faire un certain nombre d'études pour vérifier les impacts potentiels de la centrale sur la raffinerie et vice-versa. Mais cette centrale, elle a été construite en partenariat avec Total Quadrant et elle est aujourd'hui opérationnelle. Elle permet d'économiser plus de 6 000 tonnes de CO2 par an. Vous avez entendu parler également du projet de la pile à combustible, qu'on appelle le projet ClearGen, qui est situé au sein de la raffinerie. Donc là, vous avez une image, une photo du projet qui a été construit. Donc, c'est une pile à hydrogène, une première mondiale, qui est installée au sein de la raffinerie, qui va consommer, parce qu'actuellement, elle est à l'arrêt avec l'arrêt de la raffinerie, hein, l'hydrogène fatal qu'on produit à la raffinerie. Et ceci permet également des économies extrêmement importantes de CO2 chaque année. Donc, par exemple, ce projet-là a fait l'objet d'une subvention européenne.
Voilà, alors pour décrire ce projet-là, je vous explique très rapidement le principe. Voilà, vous avez une raffinerie, aujourd'hui une raffinerie, donc elle a besoin de chaleur, donc elle a des chaudières et des fours. Et pour alimenter ces chaudières et des fours, elle recycle ce qu'on appelle le fuel gas, qui est un combustible qu'elle utilise, mais une partie de ce fuel gas, qui est riche en hydrogène, est envoyée à la torchère et est brûlée, donc n'est pas valorisée. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est la chose suivante, c'est très simple, c'est de dire que au lieu d'envoyer de consommer tout ce fuel gaz dans nos fours, hein, on a d'autres combustibles qu'on peut utiliser, et ben on va l'envoyer vers une chaîne, une filière nouvelle filière d'hydrogène, donc dans laquelle on va purifier l'hydrogène contenu. D'accord. Donc, si on purifie, on ne purifie pas à 100%, donc il y a un résidu qui, lui, peut être utilisé en combustible. D'accord. Mais ce qui est purifié, il en ressort de l'hydrogène pur, qui est envoyé dans une pile à combustible et qui va produire de l'électricité, qui est envoyée sur le réseau et qui permet de décarboner une partie du mix du mix d'électricité de la Martinique. Voilà. La pile à combustible produit de l'eau pure, hein, qui est recyclée dans le process de la Sahara. Et vous voyez qu'on limite la combustion d'hydrogène au niveau de la torchère. Nous avons également réalisé le projet de dessalement d'eau de mer, alors qu'il n'est pas un projet de diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais qui est un projet extrêmement important pour la Martinique, puisqu'il va permettre de diminuer l'empreinte de la Sahara sur un réseau d'eau potable qui est fortement contraint. Aujourd'hui, la Sahara est le premier consommateur de l'île, et avec ce projet-là, on deviendra un consommateur, je dirais, lambda. Mais on va continuer à consommer un petit peu sur le réseau, mais la plupart, 90% de notre eau sera pompée dans la mer. Alors, c'est un projet qui se veut vertueux. Alors ça, c'est un schéma de principe du projet, qui se veut vertueux à plusieurs stades. D'abord parce qu'on va diminuer notre empreinte, comme on vient de le dire, mais également parce qu'aujourd'hui, on a un rejet. Hein, tout industriel rejette de l'eau. Alors, notre rejet, il est réglementé, donc on rejette déjà avec des seuils réglementaires qu'on ne dépasse pas. Mais on va améliorer encore ce rejet-là par un filtre planté. Ce rejet-là va être mélangé avec les eaux sursalées qui vont sortir du dessalement, ce qui fait que dans la mer, on va rejeter des eaux qui auront une salinité équivalente à celle de l'eau de mer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de toutes les usines de dessalement du monde. Les usines de dessalement dans le monde rejettent de l'eau sursalée, qui peuvent avoir un impact notamment sur les coraux, mais nous, on ne le fera pas. Et comme on va avoir un mélange qui ressemble à de l'eau de mer, si vous voulez, on va pouvoir recycler ce mélange dans notre procédé de dessalement. Donc, on diminue notre empreinte, on améliore nos rejets et on recycle nos rejets. Voilà. Donc après, je voulais vous parler également, j'ai dit que l'hydrogène était important pour la Sahara. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types d'hydrogène aujourd'hui dans le monde. Vous avez l'hydrogène gris. Cet hydrogène, c'est l'hydrogène des méchants. C'est celui qui est fait à partir d'énergie fossile sans gestion du CO2 émis. D'accord. Alors, ça, c'est déjà réalisé partout dans le monde. 90% d'hydrogène est fait par cette manière-là. Effectivement, ça rejette du CO2, mais c'est un hydrogène qui est à faible coût. Ensuite, vous avez l'hydrogène vert, l'hydrogène des gentils. C'est l'hydrogène qui est réalisé à partir d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité renouvelable par du solaire, de l'éolien ou autre. Hein. On met ça on alimente des électrolyseurs et ces électrolyseurs transforment l'eau en hydrogène, mais sans émission de CO2. Alors, ce n'est pas sans émission de CO2, parce qu'il y a quand même un petit peu d'émissions à la fabrication, notamment des panneaux solaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau solaire fabriqué en Chine, 1 kW crête, c'est 2500 kg de CO2 émis dans l'atmosphère. Voilà. Ça nécessite de très grandes surfaces, hein, aussi bien pour le PV et 1 degré moins pour les éoliennes. Ça consomme de l'eau. Quand on a, par exemple, pour faire 1 kg d'hydrogène, il faut consommer à peu près 15 kg d'eau. Et l'hydrogène qui sort est très cher, c'est plus de 6 000 € la tonne. Et à côté de ça, vous avez l'hydrogène bleu. C'est l'hydrogène que nous, on souhaite développer, qui est fait à partir d'énergie fossile, mais avec captation et valorisation de 100% du CO2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission directe de CO2. Donc, au même titre que le vert, on a un CO2 faible. On est capable de le réaliser à court terme à la Sahara parce qu'on a le foncier, on a les outils, on a les compétences. Et cet hydrogène sortirait à moins de 3 000 € la tonne. Et après, vous avez un autre hydrogène qui est à l'étude à la Sahara. C'est un CO2 qui est pareil
à partir d'énergie fossile et qui n'émet pas de CO2, hein, qui émet à la place du carbone black qui peut être valorisé sur le marché. Donc, on est en train d'étudier ça. Alors, le projet Hydrogène bleu de Martinique, c'est un projet qui est mature et qui est dans les cartons de la SARA depuis quelques années. On est en train de travailler dessus, de le soumettre à des appels à manifestation d'intérêt. On en parle, on essaye de communiquer dessus. Donc, c'est un projet qui est lançable dès 2021. Les ressources sont disponibles, hein, et il permettrait d'éviter 60 000 tonnes de CO2 par an d'émissions et produirait 2200 tonnes d'hydrogène bleu par an en Martinique, sans émission de CO2. Alors ça, il faut savoir que c'est 2 fois moins cher. C'est un projet qu'on peut faire à 2 fois moins cher qu'un projet d'hydrogène vert ici aux Antilles, sachant qu'un projet d'hydrogène vert pour faire 2200 tonnes d'hydrogène bleu, enfin d'hydrogène, ça consommerait 90 hectares de terrain. Alors, quand on connaît la tension sur les terres agricoles, c'est extrêmement compliqué. Donc avec ces 2200 tonnes, on pourrait faire énormément de mobilité décarbonée et on pourrait produire allègrement 5 mégawatts de puissance d'électricité 24 heures sur 24. Voilà. Alors, l'hydrogène, pour vous donner un petit avantage de l'hydrogène, le stockage d'hydrogène notamment pour l'électricité, si vous comparez l'hydrogène ici aux batteries lithium-ion qui sont utilisées aujourd'hui dans tous les stockages d'électricité pour les projets d'énergie renouvelable, quand il y a du stockage, hein, vous voyez que les batteries, c'est à court terme et c'est des petites puissances, sauf à cumuler un très très grand nombre de batteries, mais ça génère des poids colossaux, d'accord. Alors que l'hydrogène, lui, permet de stocker des très grandes quantités d'électricité et sur des durées très très importantes, notamment ce qui est compatible avec notamment du stockage s'il y avait des événements climatiques, des désastres importants. Voilà. Alors j'en arrive aux perspectives et la conclusion de ma présentation. Donc la stratégie de Sarah pour participer, pour contribuer à cette transition énergétique, ben, elle est locale et elle est à étapes. Et on vise une neutralité carbone entre 2030 et 2035 à l'aide de la décarbonation de notre activité cœur de métier, mais également de nos projets pour Tours. Hein. On veut faire ça en conservant et en développant les emplois. Et donc la réduction des émissions de CO2 passe par des économies d'énergie qu'on fait au niveau de nos bâtiments, également de nos productions, de nos fours par exemple, hein, en développant des énergies vertes, mais également les énergies bleues dont je viens de parler. On s'attache vraiment à valoriser des ressources locales. On ne va pas aller chercher de la ressource à l'extérieur pour la transformer ici. On cherche des ressources locales, des transformations locales et des consommations locales. D'accord ? Alors, bien sûr, il y a les projets, on arbitre ces projets parce qu'il faut bien, donc en fonction du CAPEX, donc le CAPEX le plus bas possible, si possible. Ça, c'est l'investissement. Le CAPEX, ça veut dire le niveau d'investissement financier. Les emplois, il faut créer le plus d'emplois possible. Et puis également la diminution des émissions de CO2. Et l'incitation, c'est-à-dire la participation des pouvoirs publics, peut être un plus, mais n'est pas forcément nécessaire. On a fait des projets avec 0 subvention. Donc voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un peu plus long que prévu et on a démarré un petit peu plus tard, mais je peux répondre à vos questions si vous en avez. Ah, pardon, je n'aurais pas dû faire ça. Bon, il n'y a pas de questions, manifestement. Alors, Frédéric, Oui. j'avais pris la main pour couper les micros, donc je suis en train d'essayer de les rouvrir. Ah, d'accord, ok. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur votre diapo où vous étiez en train d'expliquer concernant
l'hydrogène gris, Oui, bien vert sûr. et bleu, s'il vous plaît. Et donner quelques explications supplémentaires parce que j'avais fait justement des recherches là-dessus, Oui, surtout autour d'une discussion qu'il y avait eu avec une personne qui avait fait des commentaires sur LinkedIn concernant le batterie hydrogène qui existe effectivement sur la Sahara et c'est surtout celui de Bretagne en fait qui est en train d'être mis en place. Et justement, la personne parlait de l'émission de CO2 et j'avais demandé un peu plus d'explications qu'elle n'avait pas pu me donner. Est-ce que vous pouvez en reparler un petit peu plus, s'il vous plaît? oui, il n'y a pas de problème. Alors, alors l'hydrogène gris, hein, donc c'est un hydrogène qui est produit à partir de combustibles fossiles, donc avec donc on va brûler ces combustibles. Derrière, on va faire un certain nombre de procédés euh, classiques du raffinage qui vont émettre des molécules carbonées, certaines molécules avec de l'hydrogène, et par des mécanismes de craquage, on va aller sortir l'hydrogène de ces molécules hydrocarbonées, et en contrepartie, il y aura évidemment de l'oxygène qui va être capté par le carbone qui reste orphelin, et donc il y aura des émissions de CO2. Voilà. Et ces émissions de CO2 dans l'hydrogène gris ne sont pas du tout gérées. Elles sont envoyées, on va dire, aux petits oiseaux, hein, via les cheminées, notamment des fours. D'accord. Alors, l'hydrogène bleu, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce sont également des procédés pétrochimiques, sauf que on va, soit au niveau de la cheminée, soit au niveau interne des procédés, on va aller chercher le dioxyde de carbone, on va le capter par des techniques de purification, hein, et donc, on va aller ensuite le liquéfier et par exemple, le valoriser. Une fois qu'il va être capté, liquéfié, on va par exemple le valoriser pour faire du CO2 alimentaire. Parce qu'il peut être purifié à des teneurs, des valeurs très très élevées. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la différence entre le gris et le bleu. Les mêmes procédés, mais dans le bleu, on va capter ce CO2 et le valoriser de manière, on va dire, éco-responsable. D'accord. Voilà. Après, le verre, oui, ça n'a rien à voir. Le verre, on a des électrolyseurs. Donc ça, c'est une technologie qui permet de transformer l'eau en hydrogène et en oxygène, hein, par électrolyse. Pour ça, il faut alimenter les électrolyseurs en eau, mais il faut également les alimenter en électricité. Et si on les alimente en électricité produite par des énergies fossiles, ce ne sera pas d'hydrogène vert, évidemment. Ce sera une forme d'hydrogène gris. Mais si on les alimente en électricité qui est produite, par exemple, avec des panneaux solaires ou des éoliennes, ça sera de l'hydrogène vert qui va sortir. Donc, il n'y a pas d'émission de CO2 direct parce que des panneaux solaires n'émettent pas de CO2. Mais, comme je disais, par contre, pour fabriquer des panneaux solaires, hein, si vous les fabriquez en Chine, ça émet quand même pas mal de CO2 indirect à la fabrication de ces panneaux solaires. J'ai annoncé un chiffre qui était de 2500 kg de CO2 émis pour 1 kWh, 1 kW crête pardon, de panneaux solaires. C'est 1 kW crête, c'est à peu près 1 mètre carré de panneaux solaires. D'accord. Voilà, puis après, vous avez l'énergie. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, complètement. Mais justement, c'est l'exploitation au niveau des éoliennes qui m'aurait davantage intéressé. Ah. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de parler de diminuer cette émission de CO2 grâce à justement des panneaux solaires, c'est-à-dire des énergies renouvelables et des énergies plus ou moins propres, on va dire, parce qu'on ne peut pas parler d'énergie propre à ce niveau-là, mais sachant qu'il existe ces deux procédés certainement, je comprends par rapport aux panneaux solaires où il y a des déchets autres qu'il faudra gérer, mais il existe justement la possibilité des éoliennes et la position de la raffinerie La Sarah nous permettrait de pouvoir exploiter justement via les éoliennes ceci. Pourquoi ça n'a pas été fait, s'il vous plaît? Alors, pourquoi ça n'a pas été fait? Alors, nous, on s'est intéressé bien sûr aux éoliennes. On a même regardé si on pouvait installer des éoliennes sur notre site. Malheureusement, les mesures qu'on a faites montraient qu'il n'y avait pas de potentiel. D'accord. Après, si vous voulez,
il y a effectivement des parcs d'éoliennes en Martinique, avec un gros parc qui est Oui, je connais très bien. Oui, dans le nord. Oui, oui, tout à fait. le nord, mais bon, ce parc-là, il est utilisé pour décarboner le mix de l'électricité en général en Martinique. Aujourd'hui, si vous voulez, nous, on n'a pas encore mis en place d'électrolyseurs au niveau de la raffinerie. On ne produit pas d'électricité, d'hydrogène vert par électrolyse, donc on n'a pas besoin de cette électricité. On a notre propre réseau d'électricité qu'on est en train de décarboner via notre contribution via la centrale solaire qu'on vient de construire à côté, et également via notre pile à combustible. Bien sûr, si on pouvait installer une éolienne pour venir décarboner notre électricité interne, on le ferait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Alors, j'ai une question. Vous avez. Je vous entends, mais pas très très bien, excusez-moi. D'accord. Vous m'entendez mieux? Oui, oui, tout à fait. Voilà, j'ai une question qui concerne le critère d'acceptabilité sur lequel repose le pôle énergie nouvelle. Alors, je Oui. m'intéresse plus particulièrement à la prise en compte des parties prenantes. Alors, c'est vrai que sur ce pôle énergie nouvelle, Voilà, je vous entends pas très très bien. Madame, est-ce que vous pouvez regarder votre micro en attendant, on passe à une autre question, le temps de vous laisser arranger votre système parce qu'on ne vous entend vraiment pas bien. Oui. Je vais juste citer la question de Monsieur Dupraz, Frédéric. Est-ce que d'autres projets décarbonés sont menés par d'autres structures sur l'île? Je pense par exemple à EDF. Oui, bien sûr. EDF a sa propre structure dédiée aux énergies nouvelles, hein, qui s'appelle EDF Renouvelable, avec qui d'ailleurs on est partenaire, pas en Martinique, mais en Guyane en tout cas. Donc oui, effectivement, EDF, bon, je ne veux pas parler en leur nom, mais a des projets de décarboner sa production d'électricité. Madame Rémus, vous avez pu gérer votre micro. On peut vous reprendre pour votre question si ça fonctionne mieux. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Sinon, je vais vous l'écrire dans le chat. Non, vous avez un faux contact. D'accord. Est-ce que vous pouvez écrire votre message peut-être sur le IA? Mettez-nous la question sur la conversation et puis je vais la restituer. Et pendant ce temps, s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question au micro, elle peut s'exprimer. Alors, pour compléter un petit peu la question par rapport aux autres projets, bon, il n'y a pas, bien sûr que EDF et la SARA sont les plus gros industriels de l'île, mais il y a d'autres projets qui sont, bien sûr, qui sont développés pour décarboner les transports ou l'électricité en général en Martinique, hein. Il n'y a pas que EDF qui produit de l'électricité, hein. Il y a les possesseurs de centrales solaires, les exploitants de centrales solaires ou de centrales éoliennes. Mais il y a beaucoup d'entités qui sont attentifs à la transition énergétique et qui travaillent actuellement. Et on collabore avec un certain nombre d'entre elles. Voilà. Frédéric, la question de Madame Rémus est la suivante. Le pôle énergie renouvelable repose sur 3 fondements, parmi lesquels l'acceptabilité. Pouvez-vous définir ce critère, notamment s'agissant de la prise en compte des parties prenantes? Alors, c'est une définition, je dirais, enfin, je n'ai pas de définition précise de l'acceptabilité. Bon, déjà, lorsqu'on conçoit notre projet, on a notre propre idée de l'acceptabilité du projet. Est-ce qu'il est acceptable au niveau sociétal? Est-ce qu'il est bénéfique pour les populations? Est-ce qu'il est bénéfique pour le territoire? On se pose toujours la question. Donc, en général, on rencontre assez peu d'adversité. Mais on s'est engagé à ce que si on rencontre de l'adversité, on ne fait pas le projet, tout simplement. Je n'ai pas de définition précise, mais on a eu un cas, hein, notamment en Guyane, sur un gros projet qu'on a présenté.
ce projet-là n'a pas été accepté par les populations locales, on s'est retiré du projet, tout simplement. On pensait que c'était un projet bénéfique, mais manifestement, pour certaines populations, ce n'était pas le cas, donc on s'est retiré. Je ne sais pas si ça répond à la question. D'accord, ok. Ça répond à la question, donc. Autre question? Alors, Frédéric, si on n'a pas d'autres questions en attendant qu'elles arrivent, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir peut-être une visibilité sur ce que nous faisons sur les autres territoires, puisque Sarah est une entreprise basée en Martinique, Guadeloupe et Guyane, si c'est possible d'en dire quelques mots? Oui, oui, tout à fait. Alors, sur les autres territoires, alors le pôle énergie nouvelle, effectivement, travaille sur les trois territoires, Guadeloupe, et Guyane et Martinique, hein. Alors, en Guadeloupe, actuellement, on est en train de concrétiser un projet d'agrovoltaïsme avec un partenaire local. Ça va être une centrale solaire, hein, sous laquelle on va faire des cultures maraîchères avec, on va dire, un circuit court, puisque aussi bien l'électricité que les produits de cette agriculture maraîchère seront consommés localement au niveau d'une zone industrielle. Et sur ce même projet-là, on envisage de lancer une filière hydrogène. Alors cette fois, qui serait une filière d'hydrogène vert, hein, puisque à la Guadeloupe, on n'a pas de raffinerie, hein, on a des dépôts, on n'a pas de site de production, mais on est capable de faire de l'hydrogène vert sur une centrale solaire, et c'est ce qu'on est en train d'étudier, en train de mettre en place au niveau de la Guadeloupe. Au niveau de la Guyane, on a pas mal de projets qui sont soit en études, soit déjà, comment dire, pas en phase de construction, mais en phase d'ingénierie, hein. On a notamment un projet qui consiste à produire des microalgues. Alors pour l'instant, c'est au stade du démonstrateur, mais sur base de ces microalgues, on pourra produire de la microalgue pour de l'alimentation, mais également pour la production de biocarburants, sachant que les microalgues consomment beaucoup de CO2. D'accord? Donc, on les alimentera en CO2, ce qui permettra d'avoir un impact positif sur l'évitement de CO2. Mais on a également, dans la région de Mana, un projet assez important de production de biomasse aquatique. C'est bien de production de biomasse aquatique sur des terrains qui sont en déshérence. Et donc, ça va permettre de remettre en culture ces terrains-là. Et grâce à cette biomasse aquatique, on va pouvoir faire de la méthanisation et produire du biogaz, du biométhane, qui pourra être utilisé dans beaucoup de domaines, puisqu'il y a un besoin actuellement. Notamment, on peut parler de la production d'électricité à partir de ce biogaz, mais également, par exemple, la mobilité GNV, hein, qui est une mobilité très, très facilement accessible, puisque les véhicules existent à un prix tout à fait comparable à ceux des prix des véhicules thermiques. Voilà, pour donner un petit aperçu. Frédéric, autre question. Est-ce que la SARA est impliquée ou pas dans les marchés dits des droits à polluer pour compenser ces émissions afin de se conformer à certaines réglementations? Et M. Dupraz nous dit, je pense aux quotas imposés par le protocole de Kyoto. Oui, la SARA est soumise aux quotas, bien sûr. Nous sommes soumis aux quotas d'émissions de CO2. Et donc, bien sûr, ça a un coût pour la SARA. On respecte cette réglementation, mais on fait en sorte de baisser nos émissions, ce qui fait qu'on a bon espoir de ne plus être soumis à ça, d'être plus soumis aux quotas d'ici quelques années, parce qu'on aura amélioré la situation du territoire au niveau de l'émission du CO2. Alors, je vois que quelqu'un pose la question, est-il possible d'obtenir le diaporama? Je pense que ça a été enregistré, donc on devrait pouvoir le mettre en replay, c'est ça, Nathalie? Tout à fait, tout à fait. C'est enregistré. Alors malheureusement, on a raté
les quelques petites premières minutes, parce qu'on n'était pas prêt techniquement, mais oui, l'intégralité de cet enregistrement sera mise à disposition sur notre page Facebook, mais remis aussi au Carnet des sciences pour mise à disposition de ceux et celles qui le souhaitent. D'accord. S'il y a d'autres questions. Bon. Alors, Frédéric, pas une question, mais un mot lancé par Madame Jean Bacrosaline. Merci infiniment, car je suis étudiante HSE et je pourrais le partager avec mes camarades. Très bien, oui, effectivement. Alors donc, je veux dire, je ne peux pas envoyer le diaporama comme ça parce qu'il est assez lourd. Donc, je pense qu'il y aura moyen de le récupérer ou au moins récupérer via des captures d'écran sur, je dirais, sur le replay du site. Hein. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. J'espère que j'ai été clair dans la présentation. Et donc, je vous remercie de l'attention que vous avez pu porter à ma présentation. Et puis, je pense que vous pourrez poser des questions, si besoin, sur le site de la SARA. Hein, c'est ça, Nathalie? Alors, tout à fait. Nous allons mettre en ligne cette conférence. D'accord. Donc, vous pourrez, via les réseaux sociaux, nous solliciter pour nous poser des questions. Et je pense que, de toute façon, la présentation que M. Ferrer en a faite amènera sous le fil de diffusion des questions qui lui seront remontées et donc auxquelles nous allons répondre. Et puis, comme l'a dit M. Ferrer, nous remercions toutes les personnes qui se sont connectées pour en savoir plus sur comment la SARA aborde cette transition énergétique. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vais donc arrêter le partage et puis mettre fin à la conférence. Merci beaucoup. Au revoir à tous.